Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Bon alors je vous cite un empereur romain, pas parce que en ce moment je me fais Assassin's Creed Odyssey, mais parce que on pourrait résumer l'année 2024 de Carlos Sainz à travers cette citation. Début 2024, Lewis Hamilton choque le monde et signe chez Ferrari. On parle du transfert du siècle, du transfert qu'on pensait ne jamais voir un jour et boum. Et si au début de la saison 2024 on allait ronger notre frein encore un an avant de voir les vraies images de Lewis Hamilton en rouge, l'attention s'est tout de suite portée sur celui qui venait de perdre au jeu des chaises musicales, Carlos Sainz. Avec un tel pédigré, trouver un baquet dans un top team aurait dû être une formalité, mais si ça a pris plus de temps, c'est que la conjoncture n'était pas en sa faveur, et le pilote espagnol a traversé donc une épreuve profonde qui l'a transformé intérieurement, et pour le meilleur, celle de s'écouter vraiment. Alors je me suis penché sur son cas, un peu avant l'été, et j'y suis revenu après l'été maintenant, sur ce qu'il a traversé en 2024 et ce qu'on pourrait en tirer comme leçon pour nous dans notre quotidien. On se rend pas vraiment compte, mais on a eu sous les yeux un être humain d'une profondeur rare dont on devrait prendre plus souvent exemple dans notre société qui, est toujours plus folle, mais ça je vous le dis à chaque fois. Alors oui, quand Carlos Sainz s'est fait virer entre guillemets de chez Ferrari, c'est ce que l'on pourrait appeler un échec. Mais c'est peut-être bien le meilleur et le plus bel échec dans lequel il y a trouvé de la vertu, de la joie, et elles ne sont peut-être pas celles de simplement gagner des courses. Car comme on a pu le voir dans la vidéo qu'on a fait sur Lewis Hamilton en début d'année, gagner dans la vie ne veut pas forcément dire arriver premier. Et à en voir son premier podium chez Williams et sa signification, c'est une réelle victoire. Pour son équipe, pour lui, mais surtout pour leur relation et leur rencontre. Carlos Sainz de base, c'était un pilote que je n'aimais, mais alors pas du tout au début de sa carrière. Je pouvais pas me le piffrer, mais d'une violence c'était cataclysmique. Et aujourd'hui, je n'ai aucune idée de pourquoi je le détestais. Voilà, je crois que je devais le trouver pas bon, arrogant, pleurnichard, fils à papa, enfin bref, j'avais un avis très subjectif, comme on peut en avoir plein, où malheureusement l'émotion prend tellement de place que elle aveugle la raison au sens intellectuel. Alors à l'époque, lorsqu'il était dans sa première saison avec Toro Rosso face à Max Verstappen, ça se la donnait à n'importe quel moment de chaque week-end de Grand Prix. L'Espagnol en parle le mieux lui-même dans le High Performance Podcast. Chaque week-end, c'était à fond, comme si chaque tour au volant d'une Formule 1, c'était le tour de qualif de sa carrière, de la FP1 jusqu'à la fin du Grand Prix. En fait, fallait être devant son coéquipier dans une espèce de surcompétition entre guillemets acharnée et l'envie de prouver comme finalement chaque jeune qui arrive pour faire ses preuves. Et vous pouvez aussi rajouter par-dessus la mentalité de la filière Red Bull qui encourage entre guillemets le dépassement de soi. D'ailleurs, cette surcompétition propre à Red Bull et aussi à Helmut Marko pour former de futures stars n'est pas faite pour tout le monde. Que ce soit certains athlètes ou même pour le public en règle générale. Certains y voient une forme de souffrance obligatoire, malsaine, non nécessaire pour tenter de sortir le meilleur d'un athlète. D'autres y voient un dépassement de soi face à l'adversité qui justement permet de sortir le meilleur du pilote par exemple. Et oui, on peut trouver du plaisir et de la joie dans ce cas de forte adversité et de grosse pression. Et oui, aussi, l'acharnement que cela peut représenter peut aussi faire perdre de vue le sens que l'on donne à ce que l'on fait. En fait, les deux visions s'entendent très bien, fonctionnent, mais pas forcément pour tout le monde. Et c'est ok, Je sais que personnellement, moi, je n'arriverai pas à être performant ou à l'aise dans un cadre de surcompétition, mais j'ai aucun mal à comprendre que d'autres y arrivent très bien et y trouvent en plus de ça du plaisir. Chacun sa manière et il faut accepter que ce que l'on pense n'est pas forcément une vérité ou un fait. Alors cette surcompétition, cette filière Red Bull, c'est ce qui a formé Carlos Sainz, qui a attisé sa soif de compétition, d'apprendre à gérer énormément de pression, non sans mal évidemment, mais il le dit encore une fois lui-même, si c'était à refaire, il le referait de la même manière. Il faut aussi prendre en compte qu'à l'époque, les deux étaient plus jeunes et avaient l'énergie et le mental pour se faire à l'époque 20 grands prix à fond de cale du début à la fin. Alors on peut regarder en arrière Sainz et même d'autres pilotes, y compris Verstappen, même si on se le disait déjà un peu à l'époque, on pourrait tout simplement se dire « Hey, chill, c'est la FP1, tranquille, prends le temps de construire ton week-end, etc. » D'ailleurs, il aurait peut-être fallu faire passer le message à Toto Wolff à Monza en 2024, mais autre sujet. Aujourd'hui, Carlos Sainz est passé par plein d'étapes de carrière différentes et je peux vous assurer qu'il est l'un des pilotes, si ce n'est peut-être le pilote que j'admire le plus sur cette grille. Et pas seulement en tant que pilote en piste, mais aussi en tant qu'être humain en dehors. Peut-être aussi pour ça que j'ai mis de la chemise bleue, bon voilà.
C'est, je trouve, le pilote le plus complet de la grille. Or, les vieux comme Alonso ou Hamilton, on va pas les mettre dans l'équation, bien que Sainz n'a pas à rougir des deux, bien au contraire. Il est calme, il est réfléchi à ses approches, que ce soit dans les batailles roue contre roue ou en termes de stratégie et d'intelligence de course. Il est juste excellent. En témoigne sa première victoire à Silverstone en 2022 face à sa propre équipe, entre guillemets, qui tente des coups foireux de l'enfer pour permettre à Leclerc de rester dans la course, ou encore le fait de garder Norris dans son DRS pour se protéger de celui qui est juste derrière à Singapour en 2023 dans une saison dominée par Max Verstappen. Alors un autre exemple qu'on a tendance à beaucoup oublier, et pour cause, on était comme des dingues pour fêter le premier podium de Pierre Gasly au Brésil en 2019, mais Carlos Sainz, il fait une P19 à P3 sur tapis vert. Et une course absolument sensationnelle dont personne ne se souvient parce que on le voyait pas ou on le montrait pas à la télé. Faut dire que c'est quand même plus important de montrer deux Ferrari qui se sabotent entre elles que la remontée d'un Carlos Sainz un peu moyen, voilà, entre guillemets, à l'époque, puisqu'il était chez McLaren. Mais faites pas les mecs choqués, vous savez très bien que je suis là pour les pop-corn et les dramas autant que vous. Faites pas le genre que vous êtes moralement irréprochable. Venez un peu du côté obscur, voilà, c'est tellement plus sympa, tellement plus marrant. On rigole bien. Alors, des exemples comme le Brésil 2019, ou comme d'autres courses, il y en a plein, et c'est ce que j'aime chez lui, ce sens de la stratégie, de la réflexion qui va plus loin que le prochain virage. Regardez son podium à Bakou, chez Williams, avec Carlos Sainz, ils ont su se protéger de deux Mercedes. Alors, ils allaient perdre face à l'une d'elles par rythme de course pur, mais Sainz et Williams ne se sont pas trompés d'adversaire. Ils ne se sont pas laissés intimider par l'undercut entre guillemets d'Antonelli. Bref, ils ont roulé et réfléchi comme s'ils se battaient chaque dimanche avec Russell et Verstappen pour un podium. Williams, il y a quelques années, ou même d'autres écuries, auraient réussi à se prendre les pieds dans le tapis et se tromper d'adversaire pour finalement retomber à une pauvre P6 engluée dans un trafic dans lequel ils n'ont pas réussi à se sortir. Alors, cela va avec un garçon qui a su évoluer tout au long de sa carrière et se remettre en question quand il le fallait, et surtout qui fait preuve d'un professionnalisme en toutes circonstances. Alors, est-ce qu'il lui manque de la vitesse pure et un talent inné à la Verstappen ou Leclerc ou Hamilton? Peut-être, probablement même je dirais, mais aucun pilote n'est parfait et c'est aussi ça qui fait tout le sel de la F1. Si on avait des pilotes parfaits, on se ferait immensément chier de toute manière, ce serait plat, sans saveur. Ça donne de la profondeur à Piastri par exemple, de le voir passer à côté de son samedi et de son dimanche à Bakou, parce que maintenant on a hâte de voir comment il va se relever. La renégociation de contrat prend un peu plus de temps que prévu pour Carlos Sainz. On décale les réunions, mais globalement il faut se poser à peu près 2 heures pour se mettre d'accord sur la suite. Et c'est bon. La reconduction, elle paraît être une évidence. Voilà, il y a toujours des petits détails juridiques à valider. L'Espagnol peut partir s'entraîner tranquille pour préparer sa saison, serein, prêt à attaquer 2024 avec une bonne voiture. Et puis... Après 12 saisons passées chez Mercedes, Lewis Hamilton is going to be leaving Mercedes and joining Ferrari. Le choc et la surprise sont immenses. Il faut dire que personne ne l'a vu venir et ça s'est fait dans la plus grande discrétion possible. À ce moment-là, vraiment, nous on est choqués, on est choc-barre de malade, mais tout s'effondre pour Carlos Sainz. Là, il y a tout son monde, tout le sens de sa carrière qui part en fumée. Au lieu d'attaquer la saison sereinement, il va devoir l'attaquer avec en tête de trouver un baquet pour continuer en Formule 1 sur un marché qui est déjà plutôt fermé. Alors, dans son malheur, il y a quand même un effet qui permet de pas autant vriller que ce qu'il aurait pu dans sa tête. C'est qu'il se fait remplacer par le meilleur pilote de l'histoire récente de la Formule 1. Même si émotionnellement c'est l'enfer, ça a le mérite d'apporter une sorte de couche de compréhension qui est inattaquable que si ça avait été tout autre pilote sur la grille. Si ça avait été n'importe qui d'autre, il aurait pu péter un plomb encore plus, quoi. Et en 2024, on a un Carlos Sainz qui a un pédigré d'être le meilleur pilote disponible sur le marché au moment où il se retrouve sur le marché et qui devrait intéresser n'importe quelle écurie. Et pourtant, malgré cela, ce n'est pas le cas. Tout le monde est bouclé et pire, personne dans les top teams ne veut vraiment lever le petit doigt pour acquérir les services de l'Espagnol parce que on a déjà ce qu'il faut en fait. Un pilote expérimenté ou équivalent et un jeune qui représente un peu l'avenir à côté, quoi. Une sorte de père idéal. La conjoncture n'est pas bonne et en plus de cela, malgré que ce soit Lewis Hamilton qui le remplace, ils peuvent vivre ça comme une trahison car c'est la surprise la plus totale. Alors il a deux choix.
se laisser emporter par ses émotions, tout casser, en vouloir à la terre entière, mettre des bâtons dans les roues de sa propre équipe, qu'il quittera à la fin de la saison. Ou alors, deuxième choix, renverser la situation et y voir une opportunité de briller et de devenir tout simplement la meilleure version de lui-même, humain et pilote. Alors, on aurait probablement été très nombreux à choisir la première option. Encore une fois, faites pas genre que vous êtes moralement parfait, c'est pas le cas. En revanche, et c'est aussi à souligner, et vraiment je tiens à le préciser, je pense sincèrement que l'entourage de Carlos Sainz lui a permis de se mettre dans des bonnes dispositions mentales et surtout dans la bonne direction, à rester le professionnel que l'on connaît, qu'il est en fait. Son entourage a dû jouer un rôle qui est déterminant. C'est aussi pour ça que je vous invite toujours, et c'est bien plus difficile qu'on ne le pense, car l'émotion prend souvent le pas dans nos relations en règle générale, à vous entourer des personnes qui vous aident à aller chercher ce qu'il y a de meilleur en vous. Carlos est donc parti pour prouver qu'il peut être encore meilleur. Pas forcément par ego de le prouver au monde et à qui veut l'entendre, mais avant tout pour lui-même. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a autant performé en 2024, je pense. Derrière, le fait que le monde voit qu'il performe, ce n'est qu'une conséquence dont nous sommes tous les témoins sur cette saison 2024. L'appendicite là qu'il se tape en Arabie Saoudite en début de saison lui permet de vivre la course avec ses ingénieurs, de prendre pour la première fois du recul sur un Grand Prix de Formule 1, de voir comment les décisions sont prises, etc. Il voit enfin l'autre côté de la performance dans une écurie de F1. Il a pris Jeddah comme une opportunité d'apprendre plutôt que de ressasser que son monde s'écroulait encore un peu plus une nouvelle fois. 2 semaines plus tard, à l'autre bout du monde, Carlos Sainz triomphe à Melbourne. Alors la performance, elle est assez énorme. Revenir d'une opération, bien que cela reste qu'une appendicite entre guillemets, et monter dans une Formule 1 pour un week-end et 1h30 de course et gagner devant tout le reste de la grille, ouais, ça reste quand même une performance. J'ai jamais eu l'appendicite, touché du bois, mais voilà. Sauf que voilà, la fracture entre Sainz et Ferrari existe toujours, bien qu'on ait entamé le rythme effréné d'une saison à 24 Grands Prix. Carlos Sainz ne se sent pas aussi aimé dans cette écurie, car oui, il est sur le départ. Alors, le public va attendre et encore attendre pour que Carlos prenne une décision sur quelle écurie rejoindre pour la suite de sa carrière. Et si on était impatient, qu'on trouvait des baquets logiques pour lui d'un point de vue extérieur, il s'est joué une remise en question du sens de sa carrière. Se faire remplacer a été finalement un mal pour un bien. Si avant l'objectif de Carlos Sainz c'était de trouver le chemin le plus court pour gagner le titre de champion du monde, avec des mois et des mois de réflexion et de discussion, il en est arrivé à la conclusion qu'il avait besoin d'être dans le meilleur environnement pour pouvoir gagner ce titre de champion du monde. Enfin, il allait choisir pour lui et non pas sauter d'opportunité en opportunité comme il le faisait avant, en espérant devenir champion du monde. Et justement, j'avais compris ce tiraillement quand il avait quitté McLaren pour rejoindre Ferrari. Je m'étais dit que c'était une erreur parce qu'il avait l'opportunité de construire son avenir chez McLaren dans une équipe qui l'aimait et qui croyait en lui. Mais je vous pose la question, est-ce qu'on peut dire non à Ferrari? Je suis pas sûr. En 2024 donc, sur la table, il y avait potentiellement Mercedes aux côtés de George Russell, mais Mercedes pouvait potentiellement dire oui à un contrat plus court en vue de faire venir Kimi Antonelli, quand Sainz cherchait plus une stabilité long terme entre guillemets. On a eu Audi aussi pendant un moment, on le liait naturellement à ce projet car le papa a gagné le Dakar avec la même marque, et puis voyant ce qu'il se tramait à l'époque, encore une fois en interne avant le ménage et l'arrivée de Mattia Binotto, ça donnait pas envie. Donc le nom, il est logique. Depuis l'arrivée de Mattia Binotto, c'est un autre problème. Enfin, c'est un autre projet en tout cas. Puis derrière, on a eu le coup de bluff d'Alpine avec Flavio Briatore, histoire de remettre une petite piécette dans la machine à transfert. Et enfin, il y a eu une écurie qui, presque naïvement, fin 2023, avait déjà approché Carlos Sainz, c'était Williams. James Valves et Williams croient en lui. Ils veulent vraiment de lui, peu importe s'il était disponible ou pas. Cette écurie se reconstruit, crée un environnement de qualité où tout le monde va dans le même sens et où on peut le voir sur les vidéos de l'équipe sur YouTube ou ailleurs, les êtres humains se serrent les coudes et tiennent les uns aux autres. Williams a proposé à Carlos Sainz ce qu'aucune autre écurie ne pouvait lui donner. De l'amour, le fait de se sentir aimé, désiré, de se trouver à sa place, comme c'était le cas quand il est arrivé chez McLaren. Et quand on voit la réaction des employés à l'annonce de la signature de Sainz, désolé mais moi, ça me fout les frissons et même les larmes aux yeux quoi. Comment on peut pas être touché de voir des gens heureux qui ont été dans la merde pendant tant d'années? Alors c'est un choix pour lui et non pas une opportunité à devoir saisir. En s'écoutant, lui, pour son bien, il performera. Le plus vite sera le mieux évidemment, mais
Il sait que cela peut prendre du temps. Et ironie du sort, il monte sur le podium avec Williams avant Lewis Hamilton chez Ferrari, les rouges ayant pourtant une meilleure voiture sur le papier. Autre ironie du sort, il reste à ce jour, au moment où j'écris ces mots, le dernier vainqueur de la Scuderia Ferrari. Alors oui, c'est son meilleur podium, avec une saveur toute particulière car c'est le résultat d'une aventure humaine tout entière où un athlète a réellement rencontré une équipe, car les deux parties ont montré leur vulnérabilité dans les négociations, ont vu en l'autre un potentiel et une envie d'aller de l'avant ensemble. Et c'est ça qui fait toute la saveur de ce podium par rapport à plein d'autres. D'ailleurs, je vous parle de rencontre, mais je ne peux que vous recommander le livre de Charles Pépin sur la rencontre, ou même son autre livre sur les vertus de l'échec. C'est pas du développement personnel, c'est plutôt de la philosophie, qui est assez facile à lire, qui fait du bien, qui vous prend des exemples très concrets. Je vous promets que c'est hyper loin d'être chiant comme un cours de philo banal comme on l'a dans notre imaginaire collectif, et si ça peut vous aider, foncez. Carlos Sainz est donc heureux, concentré sur le travail qu'il doit faire avec Williams. Il a quand même pas mal souffert cette année face à Albon d'un point de vue des résultats, mais il y a une légèreté dont on pourrait être un peu jaloux chez Carlos Sainz. Il est assez philosophe, entre guillemets. Alors du coup, c'est quoi le secret de Carlos Sainz pour être bien comme il est? Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais on peut au moins tenter de réfléchir ensemble à des voies intéressantes qu'on pourrait s'appliquer à nous derrière. La première, c'est de choisir pour soi. Ce qui nous parle au-delà de l'intellect, c'est comment vous le sentez dans vos tripes. Pour ça, il faut s'écouter, et là, ça c'est assez difficile avec tout le vacarme de notre société et la place que le regard des autres prend dans nos vies. C'est pas toujours simple de ressentir et de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire ou de pas faire. La deuxième chose, c'est saisir des opportunités, c'est bien, ça permet de vous faire progresser dans un environnement donné, mais attention à ne pas se tourner uniquement vers cette méthode-là. C'est le meilleur moyen de se perdre en route si on est un peu bancal, entre guillemets, tu vois. Moi, avant d'être sur YouTube, j'avais une opportunité pour progresser dans une grande boîte du CAC 40, une belle opportunité qui aurait pu m'amener à Hong Kong, notamment pendant 6 mois. Et je sais pas vraiment comment, mais j'ai préféré me lancer à temps plein sur YouTube à ce moment-là. Est-ce que c'était la bonne décision, oui ou non, je sais pas, mais en fait, intérieurement, je m'y retrouvais, moi, personnellement, avec mes tripes et mes carrières sur les jeux de F1. Carlos Sainz a une approche très stoïcienne, dans le sens où il a réussi à accepter que son destin ne serait pas chez Ferrari. Il a montré qu'il était capable de faire la part de ce qu'il contrôle, de ce qui est en dehors de son contrôle. Et ça, je peux vous dire que c'est pas facile du tout, parce qu'on se rend pas du tout compte de l'épuisement que ça génère de pas savoir faire la différence entre ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle pas. Et donc je vous renvoie à la citation de Marc Aurèle du début de vidéo, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Prenez un papier et un crayon, faites une liste de tout ce que vous avez à faire ou de choses qui peuvent vous déranger par exemple, et rayez les lignes où vous n'avez aucun contrôle direct et concentrez-vous sur celles sur lesquelles vous avez le contrôle. Et passez à l'action. Alors c'est un petit exercice qui vous permettra de soulager votre anxiété, votre énervement ou même votre stress, et j'avoue que j'y gagnerai à le faire aussi plus souvent. Mais ça fait du bien d'accepter qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et sur lesquelles ça sert à rien de s'énerver. Une dernière chose que j'ai apprise de Carlos Sainz, et il le répète plusieurs fois dans des podcasts, autorisez-vous à faire des erreurs. Car s'interdire l'erreur, comme il le dit, diminue le talent. C'est lui qui le dit encore une fois. Je ne sais pas si ça rejoint la maxime de dire « il faut jouer pour gagner et non pas jouer pour ne pas perdre », mais l'erreur fait partie du parcours et surtout de la progression. Alors, d'ici quelques temps, on refera justement le point sur la progression et les erreurs de Kimi Antonelli cette année, parce qu'il a dû vivre une année particulièrement intense et difficile, et à 18 ans, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre de lui, que ce soit pour nos enfants ou pour nous-mêmes, tout simplement.